Flag Football. Flag Football avec Chloé Corbeil. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci, good. Bon, grosse fin de semaine qui s'en vient. Évidemment, on va parler de tout ça, collégial comme universitaire. Fait que là, on a du stock en masse à placer. On va commencer avec le collégial parce qu'il y avait quand même des matchs en fin de semaine passée qui ont eu une incidence quand même sur les match-ups qu'on va avoir en fin de semaine. C'était la dernière fin de semaine de la saison régulière. Donc, on a tout s'est placé, on a finalisé les classements, ce qui fait en sorte que là, tout est clair. Saint-Laurent officiellement qualifié numéro 1, donc directement, eux autres, ils ont un bail. C'est ça que j'ai bien. Oui, c'est ça. Saint-Laurent a le bail. Donc, une pause, pas besoin de jouer les matchs quart de finale, ce qui fait qu'on a 3 autres matchs quart de finale qui vont jouer. On va en parler. Mais avant d'aller là, les matchs de la fin de semaine, on a quand même eu une grosse surprise, on va le dire. Édouard Montpetit qui est allé battre Saint-Laurent. Écoutez, oui, là, Saint-Laurent qui a eu une autre défaite, là, ils ont failli passer le reste. Je pense que pour eux, cette game-là n'était pas comme importante, même s'ils la perdaient, ils restaient premiers. Exact. Dans ma tête, c'est la seule possibilité que je vois. Peut-être qu'ils ont comme pas fait jouer toutes leurs joueuses au maximum, mais quand même, quand on regarde la fiche de match, il y avait quand même Maria Manseri qui a fait un touché, Émilie Bouchard qui a joué, qui sont quand même deux de leurs bonnes receveuses. Donc, d'un côté, je suis comme peut-être qu'ils n'ont pas joué à leur max, peut-être qu'ils ont essayé de jouer plus relax, mais d'un autre côté, je suis comme, en même temps, s'ils arrivent premier, il y avait un bye week, comme tu as mentionné, donc pourquoi jouer comme ça? Alors, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Moi, honnêtement, dans ma tête, je pensais que ça allait être une victoire assurée de Saint-Laurent contre Édouard Montpetit. Parce qu'Édouard Montpetit a eu quand même la difficulté, il n'était pas très constant cette saison-ci. Puis contre les grosses équipes, habituellement, ça a été très dur. Notamment contre Montmorency puis Outaouais, qui sont les deux équipes en dessous de Saint-Laurent. Les deux autres équipes ont gagné largement au-dessus de Édouard Montpetit. Donc, dans ma tête, je comprends pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. La seule affaire qui me vient en tête, c'est vraiment le fait qu'ils savaient que peu importe ce qui arrivait, ils allaient gagner. Donc, peut-être qu'ils ne se sont pas forcés autant qu'ils se sont forcés d'habitude pour gagner parce qu'il n'y avait pas comme cet objectif-là en tête parce qu'ils savaient déjà qu'ils l'avaient. C'est la seule affaire qui peut me venir en tête. Puis aussi, cette victoire-là de Édouard Montpetit a fait qu'ils ont monté en haut de Valleyfield. Donc, au lieu d'être contre Montmorency, ils vont être contre Outaouais. Ça revient un peu au même à ce moment-là, même que peut-être que Montmorency, ça aurait peut-être été autre chose parce que c'était la première game de la saison, Montmorency contre Édouard Montpetit, donc ils ont quand même eu le temps de s'améliorer, à aller chercher des trucs, tandis que Outaouais, ça fait pas si longtemps que ça, puis ils n'ont pas réussi à faire de points contre Outaouais, donc ça va être une game très difficile. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils réussissent à gagner contre Outaouais, puisque c'est quand même une équipe qui, depuis le début, est en pente en remontée, disons, entre guillemets, et réussit à faire beaucoup de points, réussit à bloquer beaucoup en défensive. Donc, pour moi, honnêtement, ça va être une victoire de Outaouais, là, c'est certain. Bien, justement, allons-y, parce que tu mentionnes Édouard Montpetit contre Outaouais, justement, tu sais, ça va être un des matchs quart de finale. Puis, tu sais, Édouard Montpetit, ça reste que, malgré tout, c'est une équipe qui a des qualités offensives. C'est défensivement que ça a été extrêmement difficile. Tu sais, on a Maxime Poirier comme carrière qui a quand même fini deuxième cette année en complétant 81% de ses passes. Elle lance quand même 15 passes de toucher, 10 interceptions. Fait que là, il y a peut-être eu de ça. Fait que si on trouve le moyen de garder la connexion entre Poirier et Lucier, Lucier qui a fini avec 11 touchés cette année, Alice Lucier, si on arrive à placer cette connexion-là, puis qu'on arrive à protéger le ballon, donc éviter les revirements contre Saint-Laurent, on est capable de provoquer des choses offensivement. Après ça, c'est défensivement, peut-être que c'était plus difficile. Puis là, le défi est là parce qu'Outaouais, c'est toute une machine offensive, c'est toute une équipe de flag. Ça va être intéressant là, de ce côté-là. Je pense que les autres équipes ont commencé à voir qu'Alice Lucier, c'était quand même une de leurs plus grandes menaces. Donc, je pense qu'une fois que tu la contiens, c'est plus facile de les arrêter, entre guillemets, puisque après, c'est quand même la receveuse numéro 1 de Maxime, c'est sa cible numéro 1. Donc, je pense que les autres équipes ont commencé à le voir et ont commencé peut-être à ajuster leur défensive pour bloquer cette connexion-là. Donc, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui serait bénéfique, je pense, du côté d'Édouard Montpetit, ça serait peut-être d'être sûr de créer d'autres connexions avec d'autres receveuses fortes. Parce que quand on regarde les statistiques, c'est vraiment Alice qui ressort le plus, puis les autres receveuses ressortent un peu moins. C'est plus comme
ça se divise, mais il n'y a personne qui ressort vraiment. C'est comme Alice, puis les autres, comme ils ont moins de ballons. Donc, je pense que si on divisait un peu plus la balle, qu'on avait d'autres connexions qui se formaient, ça serait peut-être plus facile parce qu'il y a beaucoup de matchs qui n'ont pas réussi à faire des points offensifs. Donc, malgré le fait qu'ils ont une des meilleures carrières de la ligue, je pense que qu'est-ce qui leur nuit, c'est d'avoir vraiment presque une seule receveuse avec une grosse connexion avec la carrière. Donc, je pense que ça va être à travailler pour l'année prochaine de vraiment former des connexions avec d'autres receveuses parce qu'il n'en manque pas de bonnes receveuses, clairement, mais il faut qu'on les utilise aussi. C'est parce qu'en même temps, si on compare avec genre Hansik, oh my god, je l'ai vraiment mal prononcé, pardonnez-moi. Mais quand on à Fred Morneau, c'est difficile de l'arrêter parce que c'est une joueuse qui a tellement. Comme, je pense qu'elle a un niveau vraiment très élevé en général. Puis je pense que c'est une joueuse en catégorie à part. Comme, elle est excellente. Elle n'est pas juste bonne, elle est excellente. Donc, c'est plus difficile de la contenir que d'autres joueuses. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence entre ces deux équipes-là. Donc, contenir Alice, qui est une bonne joueuse, qui est une bonne receveuse, je pense qu'on peut être capable d'ajuster la défensive pour arrêter cette connexion-là. Exact, exact. Puis parlant de bonne connexion, Noémie Toupin avec Outaouais, vers Chambault qui en a 12 touchés, c'est le numéro 1 de la Ligue de ce côté-là cette année. Mais tu l'as dit, il y a d'autres joueuses, Héloïse Toupin notamment, qui a 7 touchés cette année. Fait que tu l'as dit, là, on a été capable peut-être de distribuer cette production offensive-là un peu différemment. Puis l'autre côté, c'est que Outaouais a des joueurs qui sont excellents en défensive pour faire des interceptions. Puis on l'a dit, là, Édouard Montpetit a subi beaucoup d'interceptions. Tu as des Monica Perriard, Maëva Lamontagne, 5 interceptions, 3 interceptions cette année. Fait que ça aussi, là, ça risque d'être un gros facteur dans le résultat de ce match-là. Ça reste un match, ceci dit, là, mais on voit là, les points, les forces là, des deux côtés. Outaouais a vraiment beaucoup d'outils. Là, puis du côté d'Édouard Montpetit, on est peut-être concentré sur certaines joueuses uniquement. Fait que ça va être la clé probablement, essayer de diversifier un peu l'affaire. C'est leur première année dans la division 2, donc je pense qu'ils s'ajustent encore à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport aux autres années qu'ils vont réussir à former comme une cohésion par rapport à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est différent la D3 et la D2, donc il faut s'ajuster à certains égards, tandis que, par exemple, Outaouais, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans la D2 puis qu'ils sont tout le temps dans le top 3. Là, ça fait comme plusieurs années qu'ils sont en haut. Donc, je pense que, en même temps, les coachs ont beaucoup d'expérience dans la D2, entre guillemets. Donc, je pense que ça fait aussi peut-être une petite différence à ce niveau-là. Bien, assurément. Mais de l'autre côté, en même temps, ça montre que c'est un bel exploit déjà. Première année en D2, de partir de D3, première année en D2, on se qualifie pour les éliminatoires. On finit avec une fiche en haut de 500. C'est très, très bien là, quand on regarde tout ça, avec une occasion peut-être d'aller créer une surprise. Fait que ça va être intéressant à voir. Ça serait excitant qu'il y ait une surprise. J'aimerais ça qu'il y ait une petite surprise. Je sais pas, si on regarde les statistiques, l'avantage est clairement à Outaouais, mais ça serait le fun qu'ils fassent une surprise comme ils ont fait à Saint-Laurent. Voilà. Puis c'est ça, exactement, tu le mentionnes bien, viennent finir la saison en battant Saint-Laurent, l'équipe numéro 1, donc pourquoi pas y croire. Un autre match quart de finale, bien évidemment, on a Montmorency qui a fini 2e cette année, qui vont jouer contre Valleyfield qui a fini 7. Montmorency, là, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points cette année, c'est aussi l'équipe qui en a accordé le moins. Donc, elle finit 2e, même fiche que Saint-Laurent, mais bon, les victoires-défaites, point pour un contre l'autre, Saint-Laurent finalement a eu le dessus parce que Saint-Laurent a battu Montmorency, mais clairement, Montmorency, c'est un très gros défi pour Valleyfield. Oui, mais dans la saison régulière, Valleyfield avait remporté son match contre Montmorency. C'est vrai, 7-6. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, je pense que tout pourrait se passer parce que s'ils ont quand même réussi à gagner, puis c'était comme, il n'y avait pas de joueuses absentes, il y avait comme, tout était normal, entre guillemets. Donc, je pense qu'ils seraient capables de refaire cet exploit-là s'ils l'ont fait une fois. Mais peut-être que Montmorency va vraiment avoir le couteau entre les dents en mode, hey, on veut garder notre titre. Donc, je pense que c'est un match qui peut aller des deux côtés, entre guillemets, si on se fie à comment ça s'est passé durant la saison. Valleyfield, je trouve pas que leur fiche est représentative de la manière dont ils ont joué. Je trouve que c'est une équipe qui a vraiment en même temps, au niveau défensif, offensif, qui a quand même été constant la plupart de la saison. Moi, je pense que la seule affaire peut-être qui est arrivée, c'est que les autres équipes se sont améliorées comme au maximum, tandis que Valleyfield est resté constant du début à la fin. Il n'y a pas eu comme d'amélioration, il n'y a pas eu de bas. Ils sont vraiment restés au même niveau toute la saison. Donc, je pense que c'est juste ça qui a fait que plus l'année avançait, plus c'était difficile contre des grosses équipes. Donc, à voir. Je pense que la balance penche du côté de Montmorency, mais encore une fois, on pourrait être surpris puisque Valleyfield a déjà battu Montmorency
plus tôt dans l'année. Absolument. Puis là, mais il reste que la clé va rester. Tu as beau avoir gagné le match 7-6 au début de la saison, on ne sait pas. Stella Chevrier, je parlais tantôt des statistiques de Maxime Poirier. Stella Chevrier, ça, c'est un autre coche. C'est 26 passes de toucher, une seule interception, 86% de passes complétées. C'est du très, très, très haut niveau, là, on va le dire. De l'autre côté, Valleyfield, il y a quand même une Christine Richard qui a 6 touchés à ses quatre derniers matchs. Peut-être que ça peut être la joueuse là, qui peut faire une différence pour contrebalancer du côté de l'attaque de Valleyfield. Mais Momo, c'est les championnes des interceptions aussi en défense. Fait que ça, c'est l'autre affaire aussi, c'est qu'elles en ont réussi plus qu'un paquet. C'est Lauriane Monette, Méane Richard, Chéliane Grenier. À L3, elles ont 11 interceptions. Fait que c'est quand même quelque chose. Puis aux receveuses, il y a quand même une des meilleures receveuses de la Ligue là, dans leur équipe. Rosalie Quentin, avec 6 touchés pendant la saison, elle s'est beaucoup utilisée. Puis je pense que elle va être encore une de leurs bonnes joueuses, c'est sûr, pendant le quart de finale. Donc, à voir si la défensive de Valleyfield va s'ajuster puis va aller même à ça, même s'ils protègent une de leurs joueuses. Je pense que Montmorency ont quand même des receveuses excellentes à toutes les positions. Donc, ça va être difficile de s'ajuster, je pense, contre cette offensive-là, surtout avec Stella en tête de l'équipe. En fait, je pense que c'est ça qui est la grosse force de Montmorency, c'est cette capacité-là de Stella Chevrier d'avoir accès à tellement de joueuses, à trouver la manière de distribuer des balles, de bien lire ses jeux pour. Tu sais, tu finis pas avec 26 touchés puis une interception seulement dans la saison. Sans avoir un contrôle puis une maîtrise de où est-ce que tu veux mettre le ballon puis qu'est-ce que tu veux faire avec. Clairement, là, elle l'a démontré, puis c'est ça, tu l'as dit, il y a Quentin qui est là, mais il y a tellement d'autres filles aussi capables de finir les jeux. Fait que c'est sûr que très gros défi pour Valleyfield malgré tout. Mais tu l'as dit, ils sont capables, ils ont le talent. Ils l'ont fait d'ailleurs au début de l'année. Limiter Momo à 6 points, ça reste qu'ils l'ont fait. Là. C'est ça, exactement. Sinon, le dernier troisième match. Oui, vas-y, excuse-moi. Je te coupe. Dernier match, c'est encore Grasset là, contre Hansik. Donc, ça va être un match qui peut aller des deux côtés, je pense. Oui, vraiment, parce que là, on a vraiment deux équipes d'égale force. Ça finit 30-26 pour Hansik quand ils ont joué une contre l'autre, mais 30-26, c'est rien. Ça, c'est le genre de match qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Fait que ça va être intéressant. Il y a une affaire qui m'intéresse par contre là-dedans, c'est que tu regardes Grasset toute la saison. À part le match contre Lyon qui ont gagné 28-0, c'est des matchs relativement serrés tout le temps. Fait qu'on est presque sûr d'avoir un match quand même excitant parce que la moyenne, j'ai fait le calcul, la moyenne d'écart, je regardais ça, la moyenne d'écart de points par match, c'est 5 dans un match qui implique Grasset. Alors, peu importe contre qui elle joue, le match est serré. Fait que ça va être intéressant de voir ce que ça va donner contre Hansik et la fameuse Fred Morneau dont tu as parlé tantôt. Oui, exactement. Là, surtout que cette année, mettons qu'on regarde les receveuses, il y a deux de ses coéquipières qui sont. Il y a trois même. Non, il y a une de ses coéquipières qui est avant elle, mais je pense que c'est juste parce qu'elle a un match de plus, mais c'est Hello Carrière. Hello Carrière qui est quand même qui a joué à Valleyfield avant, maintenant qui est Hansik. Elle a quand même. C'est quand même une joueuse d'expérience qui est très bonne, donc ça ne m'étonne pas non plus. Je pense que c'est la game que Fred n'a pas joué qui a fait la différence, mais Fred et Hello Carrière, ça fait quand même ça fait mal pour une défensive d'une autre équipe. Et Marina Scalzo-Chrétien que tu peux ajouter dans le tas. Oui, et Marina aussi qui va prendre, tu sais, tu as comme plusieurs cibles, donc, puis Sophia, très bonne carrière, c'est sûr qu'elle a manqué le début de la saison, si je ne me trompe pas, à cause d'une blessure, donc voilà. Puis mentionnons que Hansik a quand même une fiche de 5-4, mais pour être à 6-3, parce qu'on se souvient, elles ont eu un match qui a été une défaite par défaut, parce que pour une raison administrative, qui a fait en sorte qu'une victoire contre Outaouais, qui n'était pas des pieds de céleri quand même, une victoire contre Outaouais de 28-14, si ma mémoire est bonne, qui finalement s'est retournée à être une défaite finalement. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, Hansik, ça reste un gros morceau à prendre. En tout cas, je ne sais pas comment tu vois ça. Pour moi, les favorites sont quand même Hansik dans ce match-là. Ouais, moi, je pense que ça va pencher du côté d'Hansik. Niveau carrière, une carrière plus expérimentée. Niveau des receveuses aussi, des receveuses plus expérimentées. Moi, je pense que c'est l'expérience qui va gagner par-dessus Grasset. Ils ont encore. Je pense qu'il leur manque un petit peu d'expérience pour ce match-là. Je pense que c'est ça qui va faire la différence.
Mais ça va être intéressant. T'as quand même, tu l'as dit, Sophia, qui est une excellente carrière, qui a de l'expérience et tout, mais c'est la fille qui a eu le moins haut pourcentage de réussite de passes complétées. Fait que peut-être que la défensive de Grasset est capable de jouer là-dessus, puis à un moment donné, créer le stress aussi de devoir jouer un match serré là-dedans. Grasset est très habitué de jouer ce type de match-là. Peut-être qu'on peut mettre la pression sur Onsic comme ça en les gardant, si on veut, proche au niveau du pointage, faire en sorte de peut-être les faire rater parce que visiblement, ils sont capables de les faire rater pendant la saison. À voir comment ça va marcher, mais c'est les gros jeux, hein, c'est les gros jeux en tic, c'est qu'on est capable de frapper des grands coups régulièrement, puis c'est comme ça qu'on finit par gagner nos matchs. Exactement. Donc, tout ça, c'est à suivre en fin de semaine. Ça se passe dimanche du côté du complexe sportif Claude Robillard. Et la fin de semaine suivante, ça va être encore avec Claude Robillard, mais là, à ce moment-là, on va avoir les demi-finales, la finale. Fait que ça, évidemment, on va tout vous raconter ça la semaine prochaine. Universitaire. Parce que là aussi, il y a du gros jeu qui se passe. Parce que Universitaire, la façon dont ça fonctionne, c'est que le dernier tournoi de l'année se trouve à être la fin de la saison régulière, mais également les demi-finales, finales. Ça se passe toutes dans la même journée. Ça se passe du côté du Sepsum. Ça, c'est samedi. Fait qu'on a plusieurs matchs, évidemment, qui vont se jouer là. Mais l'idée, après ça, c'est d'amener ça au niveau des demi-finales. C'est ça qu'on veut regarder parce qu'il y a des équipes où c'est pas mal réglé les classements. C'est Montréal-Concordia, ça, c'est réglé. Elles finissent 1 et 2. L'histoire ne change pas grand-chose. Fait que ça, c'est 2-là. Mais il y a seulement 4 équipes qui se classent. Fait qu'il reste de la place pour 2. Quelles sont ces 2 équipes-là qui vont le faire? Parce que tu as l'UQTR, tu as Sherbrooke, tu as Laval et l'UQAM qui sont soit à 5-5 ou 4-6. Malheureusement, l'ETS a fini est à 0-10, fait que sont écartés de la course. Mais tu as quand même des matchs importants qui vont se jouer en fin de semaine au niveau universitaire. Là, qu'est-ce qu'il faut surveiller? C'est quoi les matchs qui risquent de changer les choses? Écoute, UQAM, Laval, ça va être un match important parce que les deux ont une fiche de 4-6 en ce moment. Donc, puis UQAM va jouer contre Montréal en premier. Donc, UQAM va amener sa fiche probablement à 4 victoires, 7 défaites. Là. On ne va pas se mentir que. Si la logique se maintient, en effet, ça devrait être ça. Ça m'étonnerait vraiment qu'on ait un gros revirement de situation puis que l'UQAM sorte de tout comment ils ont joué cette année puis qu'ils réussissent à battre Montréal. Là. Je pense que ça va être quand même assez difficile. Donc, pour moi, ça va racheter une défaite à l'UQAM. Puis Laval joue contre UQTR en premier. Donc, ça peut jouer des deux sens. Là. Toutes les games qu'ils ont joué contre, c'était super serré. Fait que ça va être un gros match pour l'UQTR. Veut pas, ils sont à 5-5. Il faut aller chercher cette 6e victoire-là. UQTR joue contre Laval puis Montréal. Fait que, comme leur espoir de victoire, c'est contre Laval pour amener leur fiche. Donc, ça va être comme... Il faut absolument qu'ils gagnent cette victoire-là parce que contre Montréal, ils vont avoir une défaite probablement. Ben, encore une fois, encore là, c'est intéressant parce que ça, c'est la question que j'allais te poser. C'est que UQTR, oui, joue son 2e match contre Montréal, mais Montréal, sachant qu'ils vont être classés pour la demi-finale, est-ce qu'elle pourrait, parce que là, le match est à 13h45, le UQTR Montréal. C'est le dernier match, en même temps que Sherbrooke-Concordia, on en reparlera, mais UQTR Montréal, c'est le dernier match. Tout de suite après, c'est l'équipe qui est en première position, si c'est Montréal, jouerait le prochain match à 15h15, qui est la demi-finale. Est-ce que Montréal pourrait vouloir faire jouer toutes ces joueuses ces joueuses de relève en réalité, reposer son équipe principale, puis là, ça ouvrirait peut-être la porte à l'UQTR d'aller chercher une 2e victoire ou même une première si jamais Laval allait gagner le premier match. Mais l'affaire, c'est que chaque fois qu'ils ont fait ça, ils ont quand même gagné. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est la profondeur de Montréal, c'est ça. Hein? C'est sûr que ta 2e carrière, c'est Sandrine. Je veux dire, c'est deux excellentes carrières. Fait que tu mettes Sandrine après, je pense pas que ça va changer grand-chose. Comme, genre, honnêtement, pour moi, même s'ils mettent leur 2e équipe, c'est quand même une 2e équipe, ce qui pourrait être une première équipe, entre guillemets, tu sais. Fait que même s'ils mettent leur 2e équipe, pour moi, c'est une victoire quand même, parce que tu vas avoir Sandrine Carrière, tu vas avoir genre Stella qui va jouer receveuse, qui est une excellente receveuse. C'est juste qu'ils n'ont pas de place en ce moment pour des receveuses. Fait que c'est pour ça qu'elle joue moins, mais dès qu'il y aura des départs, honnêtement, elle va avoir sa place garantie, c'est sûr. Là, avec la vitesse qu'elle a, les mains, honnêtement, il n'y a pas de stress là-dessus. T'sais, honnêtement, j'ai pas Chloé Simard, Snapper à la place de Mathilde. Même affaire, là, c'est toutes des joueuses excellentes. Fait puis au début de l'année, au premier tournoi, ils ont joué avec leur 2e défensive. Et ça s'est super bien passé. Donc, honnêtement, pour moi, je pense que ça changerait même s'ils mettent leur 2e équipe parce que
ça fait pas mal la même affaire. Exact. Puis, tu sais, il y a une équipe aussi tu sais, il y a Sherbrooke, dont on n'a pas parlé là-dedans. Sherbrooke est à 5-5 aussi, mais Sherbrooke commence contre les Ouais, TS. fait qu'ils vont avoir une Il va victoire de plus. probablement aller chercher cette 6e victoire-là. Fini contre Concordia, fait qu'un 6-6, ça serait probablement suffisant. Après ça, c'est parce que faut voir là, en les équipes en telle, lesquelles vont avoir si on veut, une égalité. Et là, quelle équipe pourrait être en égalité en dernière position? Quand je dis dernière pour les séries, là, en quatrième, en troisième, quatrième position. Là, évidemment, les bris d'égalité, c'est en fonction des équipes entre elles, celles qui sont égales. Fait que, dépendamment des résultats des matchs pendant la première moitié de la journée, ben là, on va peut-être avoir des enjeux de bris d'égalité. Fait que là, ça va être à voir. C'est dur de faire les scénarios ici. Il y a trop d'équipes là, qui sont impliquées. Est-ce que les équipes vont en gagner un match sur deux? S'il y en a là-dedans qui vont en gagner deux, perdre deux, tout est là. Puis là, laquelle va faire, à qui va arriver quoi? On ne peut pas vraiment le deviner. Comme je dis, la quantité de scénarios que ça implique, c'est trop. Là, fait qu'on ne peut pas commencer à dire qui gagne. En fait, on peut le faire, là, mais c'est trop de scénarios. On se perdrait juste à l'expliquer. Exactement. Non, c'est ça. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Il y a trop de scénarios. On ne peut pas dire, OK, peut-être elle va être 3. Comme tout le monde, en ce moment, pourrait faire les séries. Ton feeling à toi, là, sachant évidemment que l'UQTR et Sherbrooke sont à 5-5. Donc, un petit avantage, je veux pas, ils ont une victoire de plus, là, un match de plus de priorité sur Laval-UQAM. Est-ce que tu penses que l'UQTR et Sherbrooke vont profiter de cet avantage-là, vont aller se classer pour cette demi-finale-là? Je pense que Sherbrooke, bon, on l'a dit avec le match contre l'ETS, va aller chercher son 6e match, mais l'UQTR contre Laval, parce que Laval, là, joue l'UQTR et UQAM. C'est prenable pour Laval aussi d'aller chercher ces deux matchs-là. Puis à ce moment-là, on monte à 6-6. On se retrouverait peut-être avec une équipe comme l'UQTR qui se retrouverait à 5-7. Qui vois-tu? Est-ce que tu penses que Laval va aller chercher ton petit doigt? Te dit quoi? Moi, honnêtement, mon petit doigt me dit que ça va être UQTR, Sherbrooke. Pas parce qu'ils sont déjà placés en ce moment, mais parce que en 5 contre 5, il faut que autant ton offensive que ta défensive soit du même niveau parce que ça paraît. Puis honnêtement, je trouve que Laval et UQAM ont plus de difficultés au niveau de l'offensive comparativement à l'UQTR puis Sherbrooke. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait la différence en 5 contre 5. C'est des matchs qui se jouent rapidement. Il faut que tu fasses des points. Tu sais, littéralement presque à chaque fois que tu embarques sur le terrain, tu devrais aller faire un toucher parce que ça joue rapidement. Puis dès que tu es en déficit sur l'autre équipe au niveau des points offensifs, c'est difficile d'aller rattraper ce gros écart-là, entre guillemets. Puis pour moi, en ce moment, l'UQAM a pas. Ils se sont vraiment améliorés depuis le début de la saison au niveau de leur offensive, mais ils ne sont pas encore rendus au niveau où ce qui pourrait aller surprendre des grosses équipes, entre guillemets. Là. Moi, je trouve qu'ils ont encore beaucoup de difficultés à aller creuser les défensives adverses. Et même chose pour Laval. Je pense que Sandy, elle s'est super améliorée aussi depuis la saison dernière. Cette saison, je trouve qu'elle a plus d'aisance à trouver ses filles, beaucoup plus de facilité au niveau des longues passes, mais je pense encore pas que leur offensive est encore, je sais pas, on dirait qu'il manque un petit peu de chimie ou quelque chose à ce niveau-là. Ils ont des grandes joueuses comme Kayla et Gabrielle, mais il y a encore beaucoup d'interceptions qui se font au niveau de Laval, puis c'est ça qui vient leur nuire. Il faudrait diminuer le nombre d'interceptions parce qu'une interception en 5 contre 5, ça fait encore plus mal qu'en 7 contre 7 parce que le terrain est minuscule. Fait qu'une fois que tu fais une interception, tu fais 4 pas, tu es rendu diverge plus loin. Ça amène ton équipe avec plus de difficultés. Fait que pour moi, c'est l'UQTR et Sherbrooke parce qu'ils ont plus d'aisance au niveau offensif. Leur équipe est plus égale au niveau des forces, selon moi. Puis c'est ça qui va faire la différence entre Laval puis UQAM qui, selon moi, doivent encore un peu travailler au niveau de l'offensive. Excellent. Est-ce que malgré tout ça, tu entrevois une possible surprise où ça va être encore un Concordia Montréal en finale, puis il n'y a pas vraiment de surprise à attendre? Là. Ben, surprise. Évidemment, si c'est une surprise, on ne l'attend pas, tu vas me dire, mais est-ce qu'il y a quand même une probabilité là, que tu vois d'aller chercher ça dans ta tête à toi? C'est une évidence ou presque là, que Montréal et Concordia devraient être en finale. Je suis quand même sûre que ça va être Concordia Montréal en finale, mais si Concordia joue Sherbrooke, peut-être qu'on pourrait avoir une surprise. Peut-être.
Excellent. Parce que si On Sherbrooke va joue souhaiter ça. UDM, ouais, parce que si Sherbrooke joue UDM, je pense que ça va être difficile parce que leur dernier match était quand même difficile. Ouais. Mais s'ils jouent contre Concordia, tu sais, quand c'était au premier tournoi, même si c'était pas leur carrière, ils ont quand même réussi à faire beaucoup de points, même si c'était toute la défensive de Concordia. Donc, moi, je pense que peut-être qu'on pourrait avoir une surprise, mais même à ça, Concordia sont quand même, avec Sarah Parker en tête de l'offensive, c'est quand même bien, là. Donc, voilà. Oui, oui, c'est bien, c'est un euphémisme de le C'est dire. ça. Je ne voulais pas dire c'est excellent, mais c'est C'est excellent. ça. Exact, exact. Bon, évidemment, je vais te demander de te mouiller. Est-ce que Concordia garde son titre? Est-ce que Montréal s'en va chercher un 4e en 5 ans? Oh, 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 ça, c'est vraiment une difficile question parce que C'est top, les hein? 2 équipes sont tellement à des niveaux semblables. Tu sais, quand ils jouent contre, c'est tout le temps Ouais. 1-1, 1-1, tu sais. Honnêtement, oh, OK, je vais mouiller. Je vais dire que Carabins vont gagner parce que leur défensive est plus forte que celle de Concordia. Ah ah, d'accord. Et je trouve que UDM sont plus capables. Je ne sais pas comment ils vont placer leur alignement défensif, mais l'alignement défensif qu'il y avait au dernier tournoi, il y avait des failles évidentes. Comme je trouve que UDM réussissait vraiment à trouver OK. les failles. Ils réussissaient à trouver les trous, ils réussissaient à savoir où lancer. Même si on a perdu ce match-là, je trouve qu'ils savaient bien. Donc voilà. À suivre, on regarde tout ça. Ça se passe samedi du côté du Sepsum. Fait que, au lieu que ce soit les Carabins au football, ben c'est toute une gang de jeunes femmes de très haut niveau qui vont jouer du bon flag football. Ça commence à 10h le matin. Et le dernier match, la grande finale, est à 17h45. Fait qu'on suit ça avec grande attention. Oui, tu vas être sur place d'ailleurs. Fait que c'est sûr que Oui, tu vas pouvoir nous raconter tout ça avec je ferai la main description des matchs détail. universitaires en direct sur le YouTube des Carabins. Donc, voilà.